heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal, votre émission, notre émission. Nous sommes encore de retour cette semaine, une nouvelle semaine, pour vous décrypter l'actualité sociopolitique au Togo, en Afrique et dans le monde. Avec nous sur ce plateau, des invités, vous les connaissez déjà. À ma droite, Luc Abaki. Luc, bonjour. Oui, bonjour Isidore, bonjour à tous nos amis qui nous font cette amitié à chaque fois de nous suivre. Je rappelle que Luc, il est chroniqueur, journaliste chroniqueur et analyste politique. Il est l'ex-DG du groupe Sud Média, LCF et Radio City FM. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Voilà. À ma gauche, Ferdinand Haïté, voilà, j'allais oublier le nom de mon patron. Ferdinand Haïté, il est le directeur de publication du journal L'Alternative. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour à Luc, bonjour à tous ceux qui prennent plaisir à nous écouter sur ce plateau. Voilà, nous sommes encore là pour l'actualité, je l'avais dit tantôt. Nous allons parler d'abord du sujet, un sujet qui nous préoccupe tous les Togolais aujourd'hui avec cette pénurie qu'on observe dans les stations d'essence. Nous allons parler avec nos invités, mais d'abord, Ferdinand, il y a une mise au point que vous voulez faire Non, ce n'est pas une mise au point en tant que telle, c'est quelques précisions. D'abord, remercier un fidèle auditeur de cette émission qui est passé au studio ici nous refaire le fond que vous êtes en train de voir là, en le mettant sur le fond conventionnel. Quand vous voyez les grandes chaînes, souvent le fond est pareil. Donc il a jugé que ce que nous avions avant n'était pas assez attrayant. Il est venu le refaire lui-même. Il va se reconnaître, je ne vais pas le citer son nom. Vous savez, nous sommes dans un pays un peu compliqué. Et donc, je tiens à le remercier et à dire aux uns aux autres qu'il n'y a pas à faire du fétichisme sur les couleurs. L'essentiel, c'est le message qu'on passe. Il faut que les Togolais essayent de se libérer de l'esclavage mental qui consiste à dire telle couleur, tire vers ici, tire vers là. L'essentiel, c'est d'avoir un cadre qui nous permette vraiment de débattre et de refléter ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous interpellent sur Joël. Pourquoi il n'est pas là et tout. Je tiens à leur dire d'abord merci de s'intéresser à son cas. Il est pour le moment au repos. Vous savez, l'expérience carcérale, parfois c'est très très dur et quand des choses comme ça vous arrivent, vous avez la pression de tous les côtés, la famille, les parents. Donc vous prenez un moment de réflexion pour vous remettre à flot. Donc il va nous rejoindre dès qu'il aura pris le temps de passer son repos, donc il n'y a pas un grand souci. Donc je tenais à répondre à tous ceux qui s'inquiétaient, où est-ce qu'il est passé et tout. Voilà ce que je voulais dire avant qu'on entame le vif du sujet. Voilà, merci beaucoup Ferdinand pour toutes ces précisions. Je pense que les fidèles amis de cette émission sont bien situés maintenant. Voilà. Luc, depuis quelques jours, on observe une pénurie d'essence dans les stations-service. Vendredi, c'est le ministre du Commerce qui a sorti un communiqué en assurant les uns et les autres que ce sera rétabli samedi, mais jusqu'à présent, ce matin encore, on a vu des attroupements dans les stations-service. Je me dis, ce matin, vous avez pu remplir votre réservoir. Ce matin, 21 février. Oui, lundi 21 février, voilà. Vous avez pu remplir votre réservoir. Bon, je me suis débrouillé à prendre du carburant le samedi après-midi. Après, dans une longue queue, j'ai dû passer une bonne quarantaine de minutes avant d'avoir accès donc, à la pompe. Et je m'étais demandé qu'est-ce qui se passait, parce qu'en réalité, comme vous l'avez dit, le communiqué du ministre nous rassurait que déjà samedi, le problème serait rétabli, puisqu'il a simplement parlé d'un terme vague qui était la tension. Bon, c'est vrai, je suis un littéraire, mais je me suis demandé c'est en quoi pourrait consister cette tension, et on s'est dit, bon, ben, peut-être que c'est une anomalie passagère qui allait être résolue justement dans les heures qui suivaient. Mais à partir du moment où le problème perdure, on se demande, mais comment il se fait qu'on puisse affronter une situation pareille qui ne nécessite pas la sortie quand même des officiels, du ministre en question, qui puisse nous expliquer dans les détails le problème auquel les dirigeants sont confrontés et qui explique justement qu'il y a une pénurie d'une denrée aussi importante
que le carburant, parce que vous savez, lorsqu'il y a un problème de carburant, vous savez tout de suite tout le bouleversement que cela crée au sein de la société. Et donc, lorsqu'on est dans des situations comme ça, l'orthodoxie même de la gouvernance exige que le ministre qui est donc le serviteur de la République se donne un minimum de temps pour venir s'expliquer. Voyez-vous, c'est ce qui permet justement de situer d'abord les citoyens et en même temps de les rassurer, parce que là, il donne la preuve qu'il maîtrise justement son domaine et il maîtrise les tenants et les aboutissants du problème donc qui sévit, de manière que bon, mais selon le délai qu'il va donner, on peut se dire que bon, s'il faut faire un approvisionnement ou bien on a un carburant qui ne suffit pas, on va essayer de planifier les courses de manière à ne pas être surpris en cours de route. Dès l'instant où il sera communiqué pour rassurer le public que ça sera résolu le samedi, ça veut dire que si vous avez des courses à faire le vendredi soir, vous les faites volontiers, puisque le gouverneur lui-même, donc qui détient le secret de ce problème, vous a rassuré. Et puis voilà, encore 48 heures de plus, rien n'a été fait. Et puis c'est vraiment dommage. Oui, vraiment dommage. Et Ferdinand, peut-on dire que les gouvernants eux-mêmes ne maîtrisent pas la situation? Le ministre dit que la situation va rentrer dans l'ordre. Je pense que ça a commencé depuis mercredi. Il y avait déjà mercredi après-midi, il y avait des soucis dans certaines stations d'essence qui étaient déjà à sec. Et puis, cela s'est propagé jusqu'à l'intérieur du pays. Jeudi, ça a continué. Et il a fallu attendre jusqu'à vendredi avant de voir un communiqué sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de communication en tant que telle. On revient justement à la question de la reddition des comptes. Quand vous gouvernez, il faut communiquer normalement, communiquer avec tout le respect que vous devez avoir aux contribuables que les Togolais sont. Si c'est une tension, c'est une tension par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a un problème dans l'approvisionnement? Est-ce qu'il y a un bateau qui est arrivé tard? Est-ce qu'il y a une rupture dans les stocks qui étaient là pour le pays? C'est tout ça qu'il faut communiquer aux populations en les rassurant que toutes les mesures sont en train d'être prises pour que d'ici quelques heures, les choses reviennent à l'ordre. Parce que les conséquences immédiates sur les populations sont énormes. D'abord, il y a eu les carburants de contrebande les prix ont flambé tout de suite. Les gens qui n'en trouvaient pas dans les stations sont obligés de se rabattre sur les carburants de contrebande. Ceux qui n'en avaient pas ont garé leurs engins, voitures comme motos, puisque le carburant est un vecteur je sais pas comment on appelle ça, dans le transport. Quand il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de transport. Donc il y a quand même une désorganisation du circuit des transports, et normalement un ministre ne devait pas seulement s'en tenir à un simple communiqué qu'on balance comme ça sur les réseaux sociaux. Il faut véritablement communiquer, dire aux populations ce qui se passe. C'est pas la peine de sortir un communiqué sur ton menaçant en disant bon écoutez c'est des rumeurs, on parle d'augmentation, il n'en est rien, parce que généralement les prémices de l'augmentation, c'est ce qu'on a vu. Quand il doit y avoir augmentation, les stations commencent par être un peu réticents à vendre, et puis quelques jours après ou bien le lendemain, on voit les nouveaux prix qui sont affichés. Et les gens ont cru parce que dans les pays voisins, il y a une récente augmentation du prix du carburant, vous voyez. Et donc, les autorités, ou bien le ministre dit, c'est des rumeurs, et puis en plus il dit, oui, ceux qui font de la spéculation, les services des inspecteurs vont passer pour punir je sais pas, les spéculateurs et tout ça. Et je pense que ce n'est pas une très bonne communication pour rassurer les populations. Comme Luc venait de le rappeler, on nous a promis un retour en normal samedi. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 21 février. Rien n'est encore revenu à la normale. Alors, il faut communiquer, il faut dire aux gens ce qui se passe. Vous savez que la question du circuit pétrolier, de la fourniture du carburant pour notre pays est une question assez sensible. Il y a eu tout un scandale qui est venu même de notre rédaction, et depuis on essaye de restructurer le domaine, de prendre le business de certains, de le remettre à d'autres. Est-ce qu'il y a des mouvements de sabotage, ou bien est-ce qu'il y a des difficultés d'approvisionnement? Il y a des choses qu'on nous cache. Il faut véritablement qu'on communique, mais se limiter à dire que c'est une tension,
tension, c'est par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a une bagarre quelque part? Ou bien c'est une tension liée au diabète? Parce que quand on parle de tension pour les gens ordinaires, c'est que vous voyez, donc il y a c'est pas, il faut communiquer et c'est la preuve encore que nous avons des autorités qui ont du mal vraiment à comprendre les besoins élémentaires des populations qu'ils dirigent. Dès qu'il y a cette histoire-là, il fallait aller à la télévision, communiquer, situer les gens, voilà ce qui se passe. Si on n'a rien à cacher, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on cache, donc on ne veut pas véritablement communiquer, parce qu'en communiquant, les spécialistes peuvent détecter des éléments sur lesquels ils peuvent spéculer, quoi. Donc on balance un communiqué, on dit c'est une tension et donc tout le monde se contente de la tension le temps que la tension ne baisse, quoi. Donc on suit les événements. Merci beaucoup Ferdinand. Ferdinand parlait tout à l'heure des besoins de la population. On sait déjà que les Togolais ploient sous le poids de la vie chère. Tout est cher dans le pays aujourd'hui. Et cette pénurie a engendré la flambée, comme l'a dit tout à l'heure, des prix de l'essence, surtout chez ceux qui vendent le carburant relaté là. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Non, mais la difficulté, elle est là, et je pense que c'est l'occasion, encore une fois, de rappeler un peu l'intérêt de la communication. C'est-à-dire que dans l'appareil de l'État, c'est-à-dire que dans le système de gouvernance d'un État, il s'agit en fait d'établir une forme de communion avec les citoyens et puis d'expliquer ou de se montrer suffisamment redevable vis-à-vis de cette population qui en réalité génère les ressources que gèrent en fait les dirigeants. Donc normalement un ministre, il a dit ça n'a rien à cacher, mais je vais ajouter s'il maîtrise justement son dossier. C'est-à-dire que lorsque vous avez tous les éléments à votre disposition, vous devez naturellement avoir cette envie spontanée d'être en communion avec la population, parce que c'est la seule fierté que vous avez de vous rendre serviteur de la République, voyez-vous. Donc, lorsqu'il n'y a pas de communication, on fait place à la spéculation, au ragot, en tout cas des racontars, où on ouvre la voie en tout cas à l'imagination, parce que un État qui est organisé, suffisamment structuré, doit maîtriser tous les défis qui se présentent, en tout cas tous les problèmes qui se présentent à lui. Et donc, ne pas communiquer de façon très claire est un problème. Il y a un écrivain qui a dit que l'écriture n'a pas la chaleur de la voix humaine. Donc, lorsque vous faites un communiqué juste lapidaire, que vous déversez sur les réseaux sociaux et vous espérez avoir un impact efficient sur la population, ce n'est pas du tout évident. Bon, donc ça veut dire que cette carence communicationnelle que nous avons toujours dénoncée dans le style de gouvernance de nos États perdure et malheureusement s'accentue, et c'est un peu dommage, parce qu'en réalité un gouvernant qui n'apprend pas à communiquer, à instaurer une communion avec ses citoyens, c'est quand même une défaillance assez dramatique. Cela dit, comme vous l'indiquez, mais il y a une spéculation et donc les prix ont flambé. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on a voulu lui vendre le litre à 1000 francs. Puisqu'il était dans un besoin extrême, il n'a pas eu de choix que de négocier. On lui a juste remis 100 francs sur les 1000 francs. Voyez-vous? Or, la difficulté à vivre, à joindre les deux bouts est réelle dans le pays. Et donc, déjà aujourd'hui, lorsque vous allez au marché, tous les prix ont flambé. Les prix des produits des premières nécessités de consommation massive ont flambé déjà. Ce qui est une vraie croix, un chemin de croix pour les citoyens dont les revenus sont toujours stagnants ou même en baisse. Donc, ça veut dire qu'à un niveau donné, il faut que les gouvernants prennent au sérieux, à bras le corps, les problèmes qui sont les problèmes existentiels de leurs citoyens. Puisque la seule fierté pour le dirigeant est de voir ses citoyens épanouis en réalité. Et ensuite, c'est sa vocation même. Et donc, dormir avec un sommeil profond et tranquille, au moment où il y a ce genre de difficultés, ce genre de problèmes est quand même incompatible avec l'esprit qui doit régner entre les gouvernants et les gouvernés, puisque c'est des gens qui ont été missionnés par un peuple entier. Et donc cette redevabilité doit être de mise à
toutes les échelles de la gouvernance de l'État. C'est ça qui crée l'empathie, c'est ça qui crée la complicité, c'est ça qui crée justement l'adhésion de la population à la politique qui est menée par les dirigeants. Lorsqu'il n'y a pas de communication, lorsqu'on n'a pas le sentiment que ceux qui dirigent savent exactement où ils veulent aller avec le peuple, ben, c'est comme si c'est un bateau qui est en train de tanguer, qui n'a pas de gouvernail, et tout le monde va dans le sens qui lui plaît. Donc cette défaillance de communication sur ces questions de pénurie de carburant, mais vous allez voir, tout le monde va dire, ah oui, ben, il y a tel problème, et on est obligé de croire, parce qu'il n'y a pas une version officielle qui nous situe précisément la cause de cette pénurie-là qui dure déjà 3, 4, 5 jours. Je pense que c'est une anomalie quand même, ça c'est sérieux. Merci beaucoup Luc. Et Ferdinand, au-delà de cette pénurie que nous observons aujourd'hui, parlons de les stations d'essence même, leur implantation sur le territoire. Aujourd'hui à Lomé, quand on voit où elles se situent, on voit qu'elles sont à proximité des habitations. Cela, je crois que l'Alternative avait fait un dossier là-dessus, avait dénoncé cela, mais ça continue toujours. Oui, c'est aussi la preuve, si besoin en est, que nos autorités se soucient moins de la sécurité des citoyens. Parce que lorsqu'on parle de stations d'essence, on parle d'infrastructures assez sensibles. Lorsque on ne le souhaite pas, mais lorsqu'il y a un petit souci et qu'il y a un drame, c'est tout l'environnement, c'est toute la zone qui est en danger. Et lorsqu'on sait que dans notre pays, les services des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire que sont déjà assez démunis. Quand il y a un accident quelque part, il faut déplacer les sapeurs-pompiers de Lomé pour y aller, le temps d'arriver, tout a peut-être brûlé. Et lorsqu'on sait que nos sapeurs-pompiers, nos services d'intervention sont déjà assez démunis, et qu'on n'a pas assez de moyens pour couvrir la seule ville de Lomé, et qu'on laisse les stations d'essence se développer de façon anarchique, on se pose la question. On sait très bien que les promoteurs de ces stations d'essence-là sont les gouvernants ou des gens qui sont proches d'eux. C'est ça, et ça relance la question du conflit d'intérêts, la question de la déclaration des biens, la question des gouvernants businessmen. Vous ne pouvez pas être gouvernant et être des hommes d'affaires. La Constitution a fait en sorte que si vous voulez faire la politique, vous faites la politique. Si vous voulez faire les affaires, allez faire les affaires. C'est deux mondes différents. Mais aujourd'hui au Togo, il n'y a pas un seul responsable dans l'appareil de l'État qui n'ait des affaires, soit directement, soit par des sociétés écrans, soit par des amis, des cousins, où on détourne les marchés, on essaye d'intervenir pour agir sur l'attribution des marchés. Alors, la question des stations d'essence est une question fondamentale aujourd'hui. Quand vous parcourez les quartiers de Lomé, vous voyez même des terrains que des gens ont bloqués d'avance en disant projet de station d'essence. Et toutes ces stations d'essence-là sont incrustées dans les habitations. Sont totalement incrustées dans les habitations. On nous dit, oui, on fait des études d'impact environnemental. On sait très bien qu'au Togo, tous ceux qui participent à ces études d'impact environnemental, souvent nos frères qui sont au ministère de l'Environnement, c'est un business pour eux. On produit toujours les mêmes rapports, on change juste les noms, les phrases, et puis on a beaucoup d'argent, où des gens sont au ministère, ils ont des cabinets hors du ministère, ils font faire les études par les cabinets qui sont hors du ministère, ils prennent de l'argent, et ça continue. À un moment donné, le ministre de l'Environnement de l'époque, d'alors, celui qui est parti, le professeur Ladokou, avait dénoncé un projet d'implantation d'une station, je pense, sur la route de Diablé, en disant que les études n'avaient pas été bien faites. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que partout dans la ville de Lomé, on construit des stations d'essence au cœur, c'est-à-dire que entourées des habitations. Vous savez que l'essence, le carburant, lorsque cela dégage le résidu de carburant qui va dans l'environnement, cela provoque, il y a du benzène qui s'échappe. Et les études ont montré que le benzène, plus tard, donne de la leucémie aux enfants et du cancer aux adultes. Et donc, plus vous avez des stations d'essence dans les quartiers, entre les maisons, vous avez un danger potentiel, non pas seulement en termes d'incendie, mais en termes de santé directe pour les populations. Et donc, c'est un sujet préoccupant. Personne ne souhaite pour notre pays des drames de ce genre, mais il est important que
pour des questions de sécurité, de sûreté nationale, le gouvernement puisse se pencher sur la question de l'installation des stations d'essence au cœur des habitations. C'est très dangereux. Aujourd'hui, personne ne se préoccupe parce que tout le monde a derrière le business l'argent. Vous avez vu tous ces stations d'essence avec des noms, ça pullule aujourd'hui, c'est devenu carrément une concurrence. Quelqu'un vient avec son frère, ils bossent ensemble, après il y a des querelles, le frère sort, il va créer aussi pour lui, il met un autre nom, et les stations d'essence sont partout. C'est devenu une concurrence. Dès que je sens qu'il y a un espace qui est dégagé, ou bien une route qui est en train d'être bitumée, et je vais mettre une station d'essence à ce point, et Isidore vient devant moi, il met, et Luc vient, il met. Et c'est devenu une concurrence. Parfois même la proximité même, il n'y a même pas de distance entre les stations d'essence. Donc il y a fondamentalement un souci, et je pense que nous avons des gouvernants, nous avons des dirigeants. C'est vrai que la préoccupation de ceux qui gouvernent le pays, c'est beaucoup plus la sécurisation du fauteuil présidentiel, mais il faut aussi qu'ils pensent à sécuriser les populations. Parce que si demain il y a un drame, il ne faut pas qu'ils disent qu'ils n'étaient pas au courant. Aujourd'hui, le rôle de la presse, c'est d'attirer leur attention en disant attention, il y a danger, il y a une prolifération des stations d'essence, les gens font des affaires, les gens paient certainement des impôts, mais il y a risque, il y a un danger pour les populations. Il faut réglementer le secteur. Il faut réglementer le secteur, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes même dans une période de lutte contre le terrorisme. Où des infrastructures comme ça peuvent être parfois des cibles pour des gens malveillants. Donc, il faut véritablement réglementer leur implantation, assurer la sécurité à ces lieux-là pour que les populations se sentent vraiment à l'abri de tout danger. Moi, c'est ce que je peux dire pour les stations d'essence. Franchement, ça m'inquiète également. Quand vous prenez la route et que vous comptez le nombre de stations d'essence que vous rencontrez et que vous voyez comment elles sont intégrées dans les maisons, elles sont incrustées, c'est le terme même, incrustées dans les habitations, il y a forcément un souci à se faire. Voilà. Oui, c'est très inquiétant. Oui, mais c'est extraordinaire parce que, tu vois, Ferdinand évoquait tout à l'heure le fait qu'un ministre de la République s'est plaint de ce que les études environnementales n'étaient pas fiables. Logiquement, qu'est-ce qui doit être fait? Plutôt que de dénoncer, le cabinet qui a fait l'étude doit subir une sanction mais rigoureuse, pour la simple raison qu'on engage en réalité la vie des citoyens. Et donc on ne peut pas transiger avec ces questions-là. D'où la nécessité d'imprimer une certaine rigueur. Je crois que c'est cette complaisance-là qui fait que à tous les niveaux, il y a du désordre dans l'organisation même de l'appareil de l'État et dans le système de gouvernance même du pays. Donc, s'il n'y a pas de rigueur, s'il y a la complaisance à tous les niveaux, si on priorise à tout prix l'enrichissement et on fait de l'argent une référence qui supplombe tout, y compris la vie humaine elle-même, ça veut dire qu'il y a un travestissement même des principes essentiels qui gouvernent la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que Ferdinand a évoqué tous les éléments nécessaires. Il me souvient d'ailleurs que j'avais un ami qui avait un terrain au bord de la route quelque part et il voulait bien sûr le liquider. Et donc, il m'en a parlé. J'ai dit, bon, je connais quelqu'un qui est dans les trucs à Julien. Et il s'est arrivé à quelqu'un qui détient les stations d'essence. Il est passé et son équipe lui fait le rapport que, ah non, en fait, le terrain est très bien situé, mais il y a des maisons à côté. Voilà des gens au moins qui sont honnêtes. Voilà, ils ont fait une étude ici. Et en réalité, le secteur là, que ce soit au Togo ou ailleurs, a des règles. On ne peut pas implanter une station d'essence n'importe comment sans avoir respecté un certain nombre de préalables. Des conditions qui sont conventionnelles et connues partout. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, au Togo, on viole tous ces principes-là et on installe les stations d'essence comme si nous étions dans une brousse qui n'a pas de règles. Et ça, c'est extraordinaire quand même, parce que après tout, on a quand même un État, on a une gouvernance, on a des gouvernants. Ils sont là justement pour réglementer. C'est ça leur rôle. S'ils sont là pour autre chose, les citoyens doivent pouvoir savoir, mais à quoi ils servent. S'ils ne peuvent pas réglementer tous les secteurs, tous les compartiments de l'État, de telle manière que les citoyens puissent se rendre compte de l'efficience de la gouvernance elle-même, je pense qu'il y a effectivement un problème. Vraiment, il y a un problème. Il faut que la gouvernance se soucie de la sécurité des Togolais en majorité, parce que le fauteuil présidentiel est minoritaire. Pause, nous revenons après.